Dans un climat politique tendu, aussi bien au Togo qu'en Côte d'Ivoire, chaque prise de parole devient un moment clé pour comprendre les enjeux qui se jouent. Dans cette émission, Mokhtar Ali reçoit M. Cyril Kokou Kapolou, psychologue et professeur adjoint à l'Université Laval au Canada, pour un échange approfondi sur des sujets qui marquent l'actualité récente. Ensemble, ils reviennent sur plusieurs événements majeurs. Les éclaircissements autour d'une affaire qui a suscité de nombreuses interrogations dans le milieu artistique togolais, les contradictions observées dans la scène politique ivoirienne à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain, ainsi que la récente marche pacifique qui a eu lieu à Abidjan le 9 août 2025. L'analyse se poursuit avec un regard sur l'évolution de la mobilisation citoyenne au Togo, sur les prises de position de certaines personnalités politiques, et sur les mouvements prévus dans les jours à venir, dont l'initiative Togo Mort le 16 août et la manifestation nationale annoncée pour le 30 août. À travers cet échange, il s'agit non seulement de décrypter l'actualité, mais aussi d'interroger le chemin que prennent les luttes citoyennes, les dynamiques régionales et la place de chaque acteur dans la construction de l'avenir politique de nos pays. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi de l'avoir accepté. Et donc, nous aurons un temps de partage, un temps d'entretien sur la situation sociopolitique de notre pays. Comme toujours, tant que notre pays est malade, nous n'allons pas arrêter de parler de notre pays, de chercher des voies et moyens qui puissent nous permettre de trouver une solution pour guérir notre pays. Merci, cher René. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de partager encore ce moment avec vous. Je vous l'ai dit l'autre fois que chaque fois que je viens dans votre live, cette fois-ci c'est la deuxième fois de façon officielle, c'est un grand plaisir pour moi parce que c'est l'occasion aussi pour moi d'apprendre auprès des aînés. Donc, vous êtes une bibliothèque vivante pour nous. Donc, ça me permet de forger aussi, on va dire, mon discernement, mes analyses, de les pousser encore plus loin à travers vos expériences. Donc, c'est tout un grand honneur pour moi de répondre à votre invitation. Et salut à tous vos abonnés. Salut aux modérateurs. Salut tout le monde. Merci pour votre engagement dans cette communauté. Je vous encourage. Moi aussi, je joins ma voix à la voix de l'aîné. Donc, c'est Dr Cyril. Je l'avais invité. Donc, aujourd'hui, il revient encore pour appuyer et pour apporter certains éclaircissements. Et, par exemple, la délégitimation, il va nous donner qu'est-ce que la délégitimation. Et alors, voilà. Bien, docteur, cela fait exactement un mois que je vous ai reçu dans mon live et nous avions parlé du crime médical commis sur le jeune artiste Amron et de ce que cela révèle dans un processus de révolution. Donc, les rétroactions positives, si vous en avez reçu, ou alors votre appréciation personnelle. Mais tout d'abord, merci. C'est un combat que je porte, que j'incarne depuis quelques mois déjà, depuis le début avec l'arrestation arbitraire d'Amron, son traitement forcé, son confinement, si vous voulez, dans l'hôpital psychiatrique de Zébé, mais bien avant ça, toutes les tortures dont il a été victime. J'ai très vite compris qu'on était dans une situation de crime médical. Et donc, je défends cela et je le défends sur le plan scientifique également. Je porte ce combat sur le plan international pour démontrer que dans notre pays, il y a ce type de crime-là qui est commis parce que j'ai pris le temps, dans mon dernier live avec vous, de définir ce que c'est. De dire que lorsque on fabrique un diagnostic qu'on impose à quelqu'un et qu'on soumet cette personne-là, cet individu-là, à un traitement forcé, sans aucun consentement, donc de sa part, sans aucun consentement venant de la part de sa famille, déjà, c'est deux modalités, deux indicateurs, deux symptômes très graves qui montrent que on est dans une situation de crime. Et je dois souligner tout de suite que peut-être Amron n'a pas été uniquement le premier cas au Togo, parce que moi, je considère qu'il y a beaucoup de détenus politiques qui sont aussi victimes de ça. Mais c'est une situation qui n'est pas vraiment bien nommée et bien documentée. Et donc, moi, il était important d'incarner ce combat-là. Et présentement, je suis rentré d'un voyage
où j'ai été présenter des communications scientifiques pour montrer justement ce qui se passe au Togo, donc avec la complicité des universitaires, la complicité des médecins qui sont des universitaires et des intellectuels. Donc voilà, pour que la communauté internationale, tout au moins sur le plan scientifique, prenne des décisions allant dans ce sens-là, parce qu'on connaît déjà des précédents dans l'histoire et on sait comment ça s'est terminé. Donc il faut que la communauté scientifique ouvre les yeux sur tous les comportements de malhonnêteté intellectuelle, de manque d'intégrité sur le plan intellectuel au Togo, comment notre système universitaire est pourri. Il faut qu'on regarde justement donc de près cette situation-là. Et donc voilà, c'est l'un des combats justement que je porte depuis le début. Et ça a été un grand honneur d'avoir présenté quelques éléments donc de ce combat-là dans votre dernier live. Voilà. Donc voilà, c'est le combat que j'essaie à ma manière donc d'incarner. Je pense qu'il y a toujours de bons retours au fait. J'ai reçu de très 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 bons retours par rapport à ça. Si vous permettez, l'une des questions qui revient tout le temps, c'est qu'on me demande, mais est-ce que la façon d'incarner ce combat ne conduirait pas à discréditer le système sanitaire togolais, par exemple? Oui. Donc, je le défends très, très rigoureusement en disant que non, plutôt moi, je me suis inscrit dans la posture où il faut que l'Ordre national des médecins, par exemple, agisse vite pour que cette affaire ne vienne pas au fait saper la confiance du peuple togolais dans son système sanitaire. Donc c'est un cas grave. Donc c'est dans cette posture-là que je m'inscris et donc du coup jusqu'à présent, voilà, ce combat que je porte, les arguments que je mets en avant sont convaincants et encore dans les semaines à venir, il y aura encore d'autres actions que je vais encore mener dans ce sens-là. Est-ce à dire que vous avez porté le cas de Amron sur le plan international? Exactement, c'est bien ça. J'ai eu à documenter quand j'étais passé dans votre live que c'est souvent un cas révélateur lorsque un régime est en train de rentrer dans sa dernière phase, en fait. Donc les régimes dictatoriaux, lorsque ces régimes rentrent dans leur phase de folie, dans leur phase de décrépitude, généralement on assiste à des choses comme ça. Et donc pour moi, déjà sur le plan des sciences criminologiques, sur le plan de la psychiatrie et de l'histoire, c'est déjà un signe qui montre que ce régime au fait est à l'essoufflement et à bout de souffle. Donc déjà c'est un combat effectivement, comme je l'ai dit, que je porte sur le plan international parce que dans ces régimes là, on sait comment ça a été documenté et comment ça a été sanctionné. Par exemple, en Allemagne, l'Allemagne a connu ça sous le règne, on va dire, sous le règne donc d'Adolf Hitler, Joseph Staline également, donc aux URSS également, donc l'Union soviétique. On connaît également ces cas aussi en Argentine. Donc voilà, ce sont des cas qui ont été bien documentés et des sanctions sur le plan international ont été prises justement pour sanctionner les médecins, les chercheurs, les intellectuels qui sont complices justement donc de tels crimes. Merci docteur. Bien, pour ouvrir notre entretien, je voudrais vous faire regarder deux vidéos. D'abord, la promesse de Ouattara, Alassane Ouattara, de ne pas se représenter. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Vous l'avez écouté. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats. Donc pour lui, tous les candidats qui postulent, qui veulent aller aux élections, les vannes sont ouvertes pour tous ces candidats-là. Lui, l'exclusion n'est pas son genre. Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Maintenant, voyons ceci. Pour continuer, voyons ce qui se passe alors maintenant.
vous avez vu cette marée humaine manifester tout à fait. dans les rues d'Abidjan. Alors, est-ce que, ma question, lorsque vous avez regardé les deux vidéos, la première, c'est quand Ouattara dit qu'il n'écarte personne à la course présidentielle, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À vous de nous le dire. Ensuite, vous avez vu la marée humaine qui est sortie dans les rues pour protester contre son 4e mandat. Alors, est-ce que le peuple togolais pourra un jour se lever avec la même force que le peuple frère de Côte d'Ivoire? Première question. Et nous savons que la situation togolaise et la situation ivoirienne ne sont pas comparables en tout point de vue. Cependant, que pouvons-nous nous inspirer de nos frères ivoiriens? En tout cas, merci de me faire réagir par rapport à ces deux vidéos. La toute première, mais justement, ça c'est le malheur de l'Afrique. Ça c'est le malheur de l'Afrique, mais plus précisément le malheur de l'Afrique d'expression francophone, française, où on a des dirigeants qui sont capables de ramasser leur propre vomi. Donc c'est vraiment malheureux. Des dirigeants qui ne sont pas capables de tenir parole, qui sont prêts au fait à manipuler la conscience donc de leur peuple, tout simplement pour assouvir à leurs désirs, à leurs aspirations de rester indéfiniment au pouvoir. Mais sa propre déclaration, au fait, aujourd'hui le rejoint, parce que le peuple lui a répondu, on va dire. Donc son propre mensonge comporte en quelque sorte une forme de message prophétique pour lui-même, puisqu'il a dit que voilà, pour lui c'est pas son genre, n'est-ce pas? C'est l'expression qu'il a utilisée pour hypnotiser au fait donc les consciences. Donc voilà, c'est pas son genre à lui et que pour lui il s'agit pas d'exclure au fait des candidats. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation après avoir inventé plusieurs alibis au fait pour se maintenir au pouvoir. C'est vraiment désolant, c'est vraiment regrettable pour l'Afrique. On se demande qu'est-ce que l'Afrique a fait pour mériter de tel genre de dirigeants. Mais cela dit, je tiens tout de suite, je l'avais pas peut-être pensé comme ça, mais je tiens tout de suite à dire à ceux qui nous suivent et à la population togolaise, au peuple africain, que généralement, le profil de personnalité des dirigeants qu'on nous impose est très bien étudié ailleurs avant qu'on nous impose justement donc ces dirigeants-là. Je reprends ce que je dis. Je dis que le profil de personnalité des hommes politiques qu'on nous impose généralement à la tête de nos pays est souvent bien étudié ailleurs dans les officines. Donc on connaît bien donc le système de la France-Afrique. On ne nous impose pas n'importe qui. On nous impose des gens qui ont renié à leur propre nature, qui ont renié à leur propre histoire, qui ont vraiment des problèmes très graves. Et ce sont ces gens-là qu'on choisit et qu'on monte pour nous imposer donc du coup à la tête de nos États. Donc il faut que le peuple togolais, il faut que les peuples africains prennent conscience de ça. Donc un gros menteur pathologique justement qui cherche encore à doubler, à dribbler encore sa population. Donc la population ivoirienne lui a répondu. Et donc maintenant, j'en viens à la deuxième partie donc de votre question. Donc nous avons effectivement vu une grande marée humaine, une grande manifestation, et là présentement il y a toute une guerre autour donc même des chiffres. Donc d'autres pensent que voilà, ils étaient 1 million, 2 millions, en tout cas le minimum retenu actuellement, c'est 500 000 Ivoiriens qui sont sortis de façon compacte, de façon massive justement pour protester contre ce 4e mandat. Et donc cette marée humaine, cette marche de protestation nous enseigne, c'est justement la capacité d'organisation, la capacité d'organisation, et puis aussi de mettre en avant on va dire l'intérêt national du pays. Et c'est ça quelque part qui manque au peuple togolais. Mais au-delà de tout, je pense qu'il faut remettre aussi ça dans certains contextes. On n'a pas le même contexte démographique déjà.
Donc, que le peuple togolais ne soit pas trop intimidé par cette marée humaine. Donc là, quand je consulte les dernières données statistiques, le peuple ivoirien est 3,2 fois supérieur au peuple togolais. Donc du coup, ça montre que oui, eux, ils peuvent sortir quand même de manière beaucoup plus massive que nous les Togolais. Deuxièmement, le contexte sociopolitique n'est pas le même, et puis le but justement de la revendication n'est pas le même. Eux, ils sont dans une protestation, ils sont dans un soulèvement. Ils sont pas dans une révolution. En tout cas, tout au moins pour l'instant, ils ne sont pas encore dans une révolution. Donc, exactement. Nous, on est dans une révolution, et une révolution, il y a des phases. Il y a des moments où on peut sortir nombreux, il y a des moments où on sortira moins nombreux. Donc, il faut prendre en considération tout ça. Mais au-delà de tout, la Côte d'Ivoire est dans un processus de démocratisation plus avancé que le Togo. Et le peuple ivoirien, c'est un peuple qui a connu plusieurs fois l'alternance politique, ce qui n'est pas le cas de notre pays, le Togo. Et on a des acteurs politiques plus influents, comment vous appelez, en Côte d'Ivoire, comparé au Togo. On voit que justement les deux grands partis autour desquels se sont greffés d'autres partis de l'opposition sont le PPACI, donc du président Laurent Gbagbo, le PDCI RDA incarné par Tidiane Thiam. Donc il y a encore des acteurs politiques plus influents qui ont une capacité de mobilisation, c'est très phénoménal au fait ce qu'on manque présentement donc au Togo. Et puis au-delà de ça, les moyens en Côte d'Ivoire, les moyens logistiques et financiers, les moyens de communication sont vraiment très avancés, sont très performants comparés au Togo. Donc ce sont des éléments qu'il faut mettre dans la balance pour comparer donc la situation de la Côte d'Ivoire et puis la situation du Togo, sachant quand même que Alassane Ouattara, c'est un dictateur, mais il n'a pas réussi à inféoder tous les appareils étatiques et toutes les institutions donc du pays, donc dans son rang. Donc ce qui contraste totalement avec ce que nous vivons au Togo où on réprime tout le temps. Donc docteur. Oui, docteur, on dit que on ne change pas une équipe qui gagne. Et Alassane Ouattara a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, et beaucoup d'infrastructures. Il a mis à l'aise la grande majorité des Ivoiriens à l'aise, enfin, et il les a mis à l'aise. Bon, maintenant, comme il fait de grands travaux, pourquoi demander qu'il parte? C'est le contraire chez nous. Fort depuis 20 ans, n'a absolument rien fait. Donc, ce sont ces genres de présidents qu'on devait chasser. Pourquoi on demande à Alassane Ouattara de partir du pouvoir? Je pense que la réponse se trouve... Est-ce que seulement... C'est ça, la réponse se trouve dans... Je ne suis pas très fan du président Patrice Talon, mais je pense que la réponse se trouve dans une des allocutions du président Patrice Talon qui a dit, mais au bout de 10 ans, généralement, on arrive au bout. On arrive au bout de notre créativité, de notre inspiration, même de la force de notre vision pour un pays. Donc... déjà au bout de 10 ans, 15 ans, voilà, c'est déjà largement suffisant. Et donc du coup, chercher encore à se maintenir au pouvoir, on sait justement les raisons pour lesquelles souvent sont des dictateurs qui craignent la fin tout simplement de leur mandature, de leur mandat tout simplement. Parce que oui, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a une embellie économique, mais là encore, moi, je suis pas spécialiste en économie, mais derrière cette embellie économique, il y a quand même un surendettement également qui attend le peuple frère ivoirien. Donc, mais quoi qu'on dise, ils sont dans des meilleures conditions socio-économiques que nous au Togo. Mais pour répondre en un mot, deux mots, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste donc dans nos pays. Quand on fait un mandat, 2 mandats, 3, tout au plus 2 mandats, justement, je pense que on arrive au bout donc de nos inspirations, on doit laisser la place donc à la génération qui viennent. Donc, mais voilà, c'est triste qu'on ait des dirigeants qui cherchent mais là encore, il faut aussi regarder les calculs qui sont faits derrière. Parfois, ils cherchent à se maintenir au pouvoir parce que tout simplement, ils ont l'aval de leurs parrains, donc depuis l'Élysée quelque part.
Oui, docteur, je n'avais pas voulu vous prendre dans un piège. Évidemment, quand la Constitution dit 2 mandats pour un candidat, ça suffit. Ça suffit, qu'il ait bien fait ou pas, il faut qu'il s'en aille. C'est l'exemple de Talon au Bénin. Donc, il a lui aussi travaillé pour son pays. Il a fini ses 2 mandats. Il dit, je m'en vais. Oui. Donc, il a donné un bel exemple. Mais Ouattara, lors du 3e mandat, dit que son défunt est décédé. Alors, il n'a personne pour le remplacer. Alors, il continue. Bon. Le peuple ivoirien a rouspété, mais néanmoins, on l'a laissé. Il a fait le 3e mandat. Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce qu'il n'a pas eu assez de temps pour préparer un autre dauphin? Et pourquoi? Alors, on ne comprend pas. Donc, cette question de préparer un autre dauphin, même, c'est un alibi, en fait. C'est un alibi. C'est un alibi. Est-ce que c'est le seul parti politique donc en Côte d'Ivoire? Non. Voilà. Si on a eu 5 ans pour réfléchir à ça. Oui. Si la Constitution dit, si la loi fondamentale dit 2 mandats, ça suffit, mais il faut savoir partir. Maintenant, il risque d'apporter, de faire surgir une situation très grave en Côte d'Ivoire. Voyez. C'est ça, c'est malheureux et on croise les doigts pour que cela n'en arrive pas là. Mais vous savez que l'une des peurs terribles, je l'avais appelé dans une de mes vidéos, donc la peur terrible, le syndrome terrible que portent la plupart de nos dirigeants, c'est la peur de la CPI après, hein, parce que tout à fait. Ça, exactement, c'est souvent une peur, une menace pour eux. Donc voilà, ils craignent que voilà le bâton par lequel, l'épée par lequel ils ont frappé les autres se retourne contre eux. Donc ils cherchent vraiment des subterfuges, des moyens pour éviter ça. Justement, c'est le cas du Togo. Ils ont tellement fait du mal au pays, ils ont déjà les concitoyens, les malversations politiques et les malversations financières. La corruption à haute dose, etc., etc. Donc, ils se sont plongés dans l'abîme et ils ne voudraient pas quitter le pays. Voilà. Et si vous le permettez justement, c'est pour ça que, une fois encore, je reviens un peu à ce que nous essayons de faire, nous, dans notre communauté, dans notre plateforme sur TikTok, par exemple. Il y a eu des vidéos que j'avais préparées dans ce sens mais quand même, c'est évidemment, abus éducatif. Pour rassurer quelque part que le peuple togolais peut décider dans sa volonté souveraine de ne pas traduire le régime avec, en tout cas le chef de l'État. Il faut dire les choses par leur nom. Celui que nous appelons aujourd'hui le président du Conseil, on ne va pas le traduire devant la CPI. Tout au moins, c'est une garantie, par exemple, pour que il puisse céder, si possible, aux revendications du peuple et puis poser tout calmement sa démission. Donc, je pense que le peuple togolais est un peuple civilisé, est un peuple mature qui, le moment venu, pourra chercher à ne pas traduire justement le président du Conseil devant la Cour pénale internationale si volontairement il se retire, il abdique. Mais je ne pense pas que ce monsieur-là pourra faire ça. Donc, c'est des éléments quand même abus éducatif que nous essayons donc de diffuser un petit peu. Ça fait mal après tout ce qu'ils ont fait au peuple. Et ils ont déjà beaucoup de concitoyens et maintenant il doit répondre de ses actes devant les tribunaux. Ah oui, mais s'il persiste dans la fuite en avant pour continuer à réprimer sauvagement donc le peuple togolais. Déjà le bilan de ceux qui ont été déjà au fait dans le passé, on sait dans quelles conditions il est venu au pouvoir, mais s'il continue au fait à alourdir son propre bilan, mais tant mieux, tant pis pour lui, c'est que là il risque de ne pas se soustraire justement donc à cette voie, mais qu'il se ressaisisse rapidement, qu'il s'agisse s'il lui reste encore une part de sagesse pour que le peuple togolais puisse lui. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Désolé d'ailleurs. Et on avance. Depuis notre dernier échange, quelle lecture faites-vous de l'évolution
de la lutte togolaise. Oui, c'est ça, c'est vrai. On est toujours dans une dynamique de révolution populaire et ça, je tiens à ce que ceux qui nous suivent et même aux analystes, aux commentateurs politiques de prendre cela en considération. Je vais avoir l'occasion de revenir sur partir du moment où le but poursuivi par le peuple, c'est l'effondrement du régime, c'est de faire tomber ce régime. Et ça, je le précise. Le peuple togolais ne cherche pas uniquement à faire tomber le président du Conseil. C'est tout le régime, en fait, parce que c'est ce régime-là qui a fait du mal, du tort, en fait, donc à toute la population togolaise. À partir du moment où le but est clair, à partir du moment où nous cherchons à ce que les fondements de l'État, de droit de notre pays soient reposés, là, nous sommes clairement dans une révolution populaire. C'est pas une contestation, c'est pas juste un soulèvement. Il faut que ça soit vraiment clair. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que une révolution populaire n'est jamais un tracé de courbe linéaire. C'est pas quelque chose comme ça qu'on trace comme ça et puis non. Il y a des phases, comme nous l'avions déjà dit. Il y a des moments de haut et il y a des moments de bas. Des étapes. Des étapes, justement. Et j'ai eu, dans mon dernier live avec vous, à préciser que de façon pédagogique, on peut classiquement distinguer 7 étapes. Et j'ai eu également à dire qu'il faut bien comprendre que la révolution actuelle ne date pas uniquement du mois de mai avec l'arrestation arbitraire de Damron et tout ça. Si on lit bien, au fait, l'évolution même de la dynamique sociale et économique politique du peuple togolais, on doit pouvoir raccorder ce qu'on est en train de vivre maintenant comme une continuité de ce que notre grand leader charismatique, Tiki Achadam, avait déjà entamé comme travail depuis 2017, bien avant ça même d'ailleurs, parce qu'il a eu un travail en amont. Donc ça, il faut tout de suite préciser ça. Maintenant, j'avais dit que la première étape, c'est l'étape qu'on appelle l'étape d'incubation. Ce ne sont pas des gros mots. Que ceux qui nous suivent me l'excusent parfois. Effectivement, j'utilise des termes techniques, mais je prends toujours le soin vraiment de les expliquer pour que les gens comprennent bien. Donc, on appelle cette phase-là la phase de crise latente ou la phase d'incubation. C'est là où il y a vraiment des grognements, il y a des grognes, il y a des indignations, des colères qui sont là dans le pays et tout le monde peut mesurer l'atmosphère, mesurer la température que quelque chose se passe dans le pays. Mais peut-être on n'arrive pas à libérer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, en fait, tout simplement. Et ça, le peuple togolais a encaissé ça, a vécu ça pendant très longtemps. Donc c'est une phase où l'on subit les injustices que ce régime nous a infligées, nous inflige. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Donc c'est la phase des tensions, c'est la phase des indignations, etc. Et pour moi, l'un des indicateurs qui marque la fin de cette étape et le début de la deuxième phase, c'est d'abord la lettre publiée par la conférence des évêques du Togo, qui a fait une analyse vraiment clinique, très propre de la situation que vivait le peuple togolais en ce moment-là, et que nous continuons toujours à vivre. Maintenant, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est souvent dans cette deuxième phase, qui est souvent la phase où ce qui est vécu de façon passive, maintenant est porté au dehors. C'est là où on assiste aux premières protestations. Et ce à quoi on a assisté fin mai, début juin, en tout cas tout au long du mois de juin, jusqu'à présentement, montre qu'on est dans une deuxième phase. Et dans cette phase-là, donc du coup, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Et c'est là où j'ai été amené, au fait, à vous faire le lien entre l'arrestation d'Amron et par exemple l'immolation du jeune tunisien Bouazizi par exemple, donc justement, donc une fois encore en Tunisie, qui montre souvent au fait qu'il y a un détonateur, un déclencheur justement donc de cette phase là. Et donc si on observe bien les choses, on est présentement dans cette phase là. Cette phase là est en train de mûrir progressivement et on va tout doucement au fait vers la troisième étape qui est la phase des crises. Dans la phase des crises, c'est là carrément où il y a un blocage partout dans le pays, l'économie ne fonctionne même plus. C'est là où généralement on observe des manifestations massives en fait. Donc que le peuple togolais patiente encore un tout petit peu. Il y aura des manifestations massives.
Donc, ce qu'on a déjà vu le 6 juin, après le 26, 27, 28 juin, ça, c'est une introduction, en quelque sorte. Donc, je rappelle qu'une fois encore, pendant, par exemple, la révolution tunisienne, il avait des sorties, il avait des manifestations, il avait juste à peine 1000 personnes, 500 personnes, mais il y en avait 200 000, 300 000 personnes. Donc, ça dépend des phases. Donc, quand on va rentrer dans la phase des crises, c'est là où le régime va commencer à être étouffé vraiment jusqu'au cou. Là, il aura évidemment, parce que tout le monde se rendra compte qu'on est face au mur et qu'on ne peut plus rien. On ne peut rien. On ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer. On doit foncer, tout simplement. Et c'est là où on aura des manifestations massives. Et je rappelle ici que le peuple togolais a déjà été capable des manifestations massives, comme nous l'avons vu faire le peuple ivoirien, donc le 9 août dernier. Le peuple togolais a été capable de ça en 1991, 90-91, et d'ailleurs, c'est ça même qui a conduit au fait à la tenue de la conférence nationale. Donc, le peuple togolais a déjà été capable de ça. Il a été capable de ça en 2005, mais on sait comment ça s'est terminé au fait en 2005, avec justement une répression barbare, sauvage, donc de ce régime-là. Il a été capable de ça également en 2017. Donc, penser que le peuple togolais est vraiment dans la peur, le peuple togolais n'est pas mature, il ne pourra rien, il ne pourra pas vraiment se lever comme un seul homme, comme on l'a vu justement donc en Côte d'Ivoire, c'est une erreur d'appréciation. Oui, le peuple togolais présentement est dans une phase de doute, d'ambivalence. Est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais on a été capable de ça et on sera encore capable de ça. Donc, du coup, présentement, on est en train d'aller progressivement vers la troisième phase, qui est la phase de crise. Et généralement, lorsque le fruit est vraiment mûr à la troisième phase, on passe généralement à la quatrième phase, qui est la phase du basculement. Voilà. Donc, c'est là où on passe à la confrontation directe, au fait, avec le régime, qui va se terminer soit par la remise de démission, ou soit carrément par un coup d'État. Wow, merci, docteur. Vos analyses sont vraiment pertinentes. Le peuple togolais semble aujourd'hui utiliser une stratégie de délégitimation morale. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste exactement cette stratégie? Alors, merci. Je vais tout simplement dire ceci d'abord pour mettre en contexte nos internautes et puis nos abonnés. Il y a des communautés sur TikTok justement qui font un travail sérieux dans ce sens-là. Donc il faut qu'on soit en mesure, le peuple togolais soit en mesure vraiment de mélanger à la fois, en tout cas tout ce qui est bérétisation et puis tout ce qui est vraiment sérieux, parce que on a besoin vraiment, en tout cas, de lever le niveau. Et moi, je dois tout de suite dire que des fois quand je me promène dans certaines communautés camerounaises, ivoiriennes sur TikTok, le niveau de réflexion, le niveau de débat est élevé. Et je tiens à dire ici, il faut que le peuple togolais, qui est un des peuples les plus intelligents de la sous-région, de l'Afrique, se ressaisisse rapidement, se ressaisisse. On nous a insulté, un monsieur nous a insulté que nous ne sommes pas intelligents. Nous devons pouvoir démontrer à ce monsieur que nous sommes un peuple intelligent. Je suis sincèrement désolé de voir à quel point sur les 10 dernières années, on a tellement régressé. Dès qu'on commence à parler un petit peu, ah, toi tu parles le gros français, toi tu fais ceci, tu fais ça. Et le peuple togolais, en tout cas la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas devient paresseux dans ce sens-là. Non, il faut qu'on corrige vraiment ça. Le monde qui vient demain, le Togo de demain sera bâti par des gens sérieux, pas par des gens des paresseux intellectuels. Ça, il faut que les gens l'intègrent tout de suite. J'aurai peut-être l'occasion, en tout cas, de faire un coup de gueule encore dans ce sens. Maintenant, pour revenir justement donc à votre question, cher aîné. Un pouvoir, la légitimité d'un pouvoir repose sur plusieurs piliers, en fait. L'un des piliers, par exemple, c'est le pilier politique, c'est le pilier juridique. Tout ce qui est favoriser le pluralisme politique, il faut que des acteurs, justement, aient la possibilité d'exprimer leur point de vue dans un pays. Il faut qu'il y ait des élections transparentes, etc., etc. Il faut le respect des institutions et surtout le respect de la loi fondamentale qui est la Constitution qui fonde le contrat social avec le peuple. Ça, c'est tout ça qui donne, au fait, la légitimité politique et juridique, au fait, à un pouvoir. Le deuxième levier, c'est le levier de performance économique et sociale. La capacité pour le régime, par exemple, à gouverner
gouverner pour obtenir des résultats concrets, pour améliorer les conditions de vie des populations, pour qu'il y ait de la sécurité, par exemple, pour qu'il y ait un développement économique, une justice sociale, par exemple, qu'il y ait vraiment des services publics et performants. Tout ça, justement, rentre au fait dans la légitimité de performance économique et sociale. Mais quand on regarde tout ça, les valeurs de l'intégrité, de la vérité, du respect des droits humains, etc. Ça, c'est ça que le peuple togolais est en train d'attaquer depuis 2 semaines, au moins 2 semaines maintenant, en fait. C'est ça qu'on appelle la délégitimation morale. Alors, c'est comme si, au fait, si vous voulez, le régime est assis sur 3 piliers. La légitimité d'un régime est assis sur 3 piliers. Comme un tabouret qui a 3 pieds, par exemple. Donc, le peuple togolais est venu arracher, au fait, un premier pied. Après, le peuple togolais vient pour arracher un 2e pied. Et il reste un 3e pied, au fait. Donc, qui est le pied, donc, de la légitimité morale. Donc, c'est à ça que le peuple togolais, depuis le 1er août, avec Adjouroui, peut-être on aura l'occasion, je ne sais pas si vous avez préparé des questions dans ce sens. Donc, c'est au moins depuis ce moment-là, le peuple togolais est en train d'utiliser la satire. On a vu par exemple des chansons qui sont sorties et tout ça. Ils sont moqués carrément au fait justement donc de ce régime-là. Donc le peuple togolais est en train d'attaquer présentement. C'est ça au fait mon analyse, mon point de vue à moi, d'attaquer justement cette légitimité-là pour dire en fait que mais seulement là on sait que on est dans un pays qui est surendetté. On sait vraiment qu'on est dans un pays où il n'y a pas de la sécurité. Mais encore là, on est en train de voir que nos responsables font des pratiques vraiment de contre-nature. Mais on est dans quel monde là en fait finalement? Donc c'est ça que le peuple est en train d'attaquer. Et dans une famille, lorsque les enfants commencent à s'attaquer à l'autorité morale d'un des 2 parents ou des 2 parents, ça veut dire tout simplement que les enfants à un moment donné ne veulent plus respecter, ne pourront plus respecter l'autorité donc tout simplement donc de leurs parents. Donc c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est ça la légitimité. Cette scène-là, c'est ça. Certains considèrent que les rumeurs d'inceste entre Odilia Nyashingbe, fille de Madame Nyakade et Fort, ne sont qu'une distraction faute de preuves. Est-ce une diversion qui détourne de la lutte ou une méthode révélatrice de quelque chose de plus profond? Ah oui, vous avez raison, cher aîné. J'ai même suivi au fait un de vos lives où des gens disent non, on n'a pas encore de preuves, l'inconditionnel, tout ça. Il faut parler à l'inconditionnel. Moi-même, je l'ai dit, de faire ça au conditionnel, parce qu'on n'a pas de preuves. Voilà, oui, allez-y. Mais cher aîné, de vous à moi, dans un régime comme celui-là, on parle de quelles preuves encore, en fait? Qui apportera les preuves? Est-ce que ce sont les concernés eux-mêmes qui apporteront les preuves? C'est la question qu'il faut se poser. Non. Est-ce qu'on aura un porte-parole de ce gouvernement-là qui apportera des preuves? Qui apportera des preuves? Je crois que pour le moment, non. C'est quand ce régime tombera que toutes les vérités sortiront. Exactement. Et là encore, c'est que depuis très longtemps, mais ce régime n'a jamais démenti quoi que ce soit lorsqu'il est dans la boue et tout ça. Donc, c'est qui apportera les preuves? Non, effectivement, il faut faire une analyse nuancée en se disant que oui, on n'a pas encore des preuves formelles, mais ces preuves-là, on ne les aura jamais. En tout cas, à ce stade-là, on ne les aura jamais. Mais ce qu'il faut également considérer, c'est que si on était dans un état normal, dans un état de droit normal, cette affaire à elle seule suffit pour demander la destitution de ce régime-là. Tout à fait. Tout à fait. On est dans un régime qui n'est pas malade. Tout à fait. Tout à fait, ça seul. L'Assemblée nationale devait destituer le chef de l'État, ou bien comment vous appelez ça, président du Conseil, ou bien président des cons, je sais pas. Oui, c'est parce que l'affaire qu'on a soulevée, qu'elle soit fondée ou pas, mais il faut d'abord qu'on ait des preuves. L'Assemblée doit demander des preuves. Et si on n'a pas des preuves, mais ça seul peut suffire en fait pour déclencher même une révolution. Même une révolution. Et ça, par exemple, ça s'est passé en Philippines. Ça s'est passé en Philippines en 1986, par exemple, oui. avec le couple présidentiel, et c'est ça, Ferdinand Marcos et de sa femme Imelda, par exemple,
où où le président Ferdinand Marcos avait des liaisons extra-conjugales, on avait des scènes d'orgie, des scènes de n'importe quoi, des dépravations de mœurs à la présidence, cela a suffi pour demander justement que ce régime parte. Et en plus de ça, il y a eu un jas d'un activiste ou d'un opposant politique, un jas. Les deux faits ont suffi pour demander la destitution donc de ce couple-là, de ce président Ferdinand. Comment dirais-je? Ils auraient engagé ils se seraient approprié cette histoire-là et ils vont chercher, et quand ils auront les preuves, eux-mêmes vont chercher. Oui, tout à fait. Et quand ils auront des preuves, ils vont destituer le chef de l'État. Même dans ce cas, c'est ça, même dans ce cas, cher René, c'est même les organisations des droits de l'homme, des droits de la femme, parce que cette affaire implique la dignité de la femme. De la femme. Les organisations de la femme, des droits de femmes, peuvent et doivent normalement se saisir d'une telle affaire pour ne serait-ce qu'avoir de la lumière sur ces faits. Là, je vous donnais l'exemple du président Ferdinand Marcos. Même en Italie, on a suivi cette affaire aussi avec Silvio Berlusconi. Oui, c'est ça exactement. Donc, mais vous vous rappelez entre guillemets des orgies, des affaires de Bougambounga là, par exemple, avec des dépravations de mœurs sur des mineurs. Oui, dans ce cas, par exemple, en Italie, ça n'a pas entraîné une révolution, mais ça a demandé, ça a exigé justement donc de la part donc du Parlement de demander une destitution, tout simplement. Donc, voyez, ça c'est des choses très simples, normalement que les gens doivent faire dans notre pays là, en fait. Donc, on est gouverné, en fait, finalement, par un régime qui est qui est à contre-courant des valeurs de notre société. Et c'est ça qui est dommage. Ça qui est dommage. Vraiment dommage. Alors, si l'on prend ce scandale moral au sérieux, au-delà du manque de preuves formelles, que révèle-t-il sur le régime et son mode de fonctionnement? Oui, cher aîné, on est en train de dire qu'on est dans un cas d'inceste là. Et le cas d'inceste est vraiment encadré même par des us et coutumes en fait dans nos pays africains. C'est vrai, on pratique en Afrique, et je pense encore au Togo, cela n'est pas banni totalement dans certaines communautés. On pratique encore ce qu'on appelle le lévira, qui veut dire que lorsque vous perdez un frère dans la famille, qui a laissé sa veuve et ses enfants, un autre frère dans la communauté un autre frère dans la famille peut prendre cette veuve-là et les enfants. Pour faire quoi? Pour protéger la veuve et les enfants. Pour protéger. En milieu type, ça existe. Exactement, c'est ça. C'est ça vraiment le sens profond du lévira. Il ne s'agit pas d'aller mettre du pain dans c'est pas quoi, vous comprenez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'avoir n'importe quelle pratique avec justement cette femme. Sauf si la femme n'a pas eu d'enfant pour son frère. Donc, c'est seulement dans les cas où la femme n'a pas assuré au fait la progéniture au grand frère, c'est seulement dans ce cas que les lois coutumières permettent justement de mettre le pain dans le thé justement donc de la veuve. Mais dans le cas de figure, on n'est pas justement dans cette situation-là. Donc, on est réellement dans un cas d'inceste, et c'est grave, qui est une inversion des valeurs et un manque de respect au fait de nos coutumes. Mais allons au-delà de ça, et je tiens tout de suite au fait à saluer d'abord, j'ai même fait une vidéo là-dessus, à saluer le peuple togolais qui n'est pas tombé dans l'amalgame, qui n'est pas tombé dans la confusion. Parce que dans cette situation, il y a une victime que nous devons protéger coûte que coûte, qui est Madame Marguerite. C'est une dame qui a vécu vraiment de la souffrance dans sa chair. De la souffrance dans sa chair. Et j'ai vraiment pitié pour cette dame-là. Vous imaginez ce que ça signifie comme briser une personne, briser une famille. Mais je suis même certain que au fur et à mesure qu'on va avancer dans la révolution, il y aura encore des cas graves
qui vont être révélés. Donc, on est dans une situation où il y a quelqu'un qui n'est pas responsable, qui est irresponsable, qui n'est pas capable de maîtriser ses pulsions, qui n'est pas capable de maîtriser ses désirs sexuels, tout ce que vous voulez, qui brise la vie, justement, des gens. Et quand vous recoupez ce que je suis en train de dire à ce que j'ai déjà appelé, qu'on est dans un régime de gens formés de psychopathes, sociopathes, de pervers, on comprend tout. On comprend tout de suite, au fait. Parce qu'on est en face des gens qui n'ont pas de sensibilité, qui n'ont pas cette sensibilité humaine qu'on appelle l'empathie, qui ne peut pas sortir avoir des rapports, vous comprenez, avec des gens, qui, à travers des pratiques d'ordre sexuel, qui visent tout simplement au fait à briser donc la vie des gens. Donc, je tiens une fois encore à féliciter le peuple togolais pour sa lucidité de ne pas avoir mélangé vraiment les choses sur ce point-là. Maintenant, cela nous révèle que finalement, à la tête du pays, on a une structure de pouvoir, de fonctionnement qui est clanique, en fait. Je sors avec vous, je couche avec vous, je mets du pain dans le thé des gens et je promeus ces gens-là à des postes ministériels ou à des postes donc des hauts cadres dans le pays. Et c'est ça qui est dommage. Et moi, je voudrais que le peuple togolais élargisse sa vision, ne s'arrête pas uniquement aux concernés directs, c'est-à-dire au PC et puis les personnes qui sont directement impliquées. De voir à travers ça ce qui se fait à la tête du pays, en fait. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Je suis persuadé, et nous attendons parler de ça. Je suis persuadé que dans ce régime-là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans ce régime en faisant allégeance à ce régime à travers des pratiques sexuelles contre nature. Des gens qui ont vendu leur dignité, qui ont vendu leur honneur à travers des pratiques abominables pour occuper des postes dans ce régime-là. Vous savez, pour qu'un régime comme celui-là puisse tenir dans le temps, je ne suis pas anthropologue, mais les anthropologues vous diront qu'il y a au moins deux choses pour garder un tel régime. Par exemple, des pratiques sexuelles de contre-nature. Docteur, sur ce point, est-ce que nous n'allons pas dire que Faure est bien en train de suivre les pas, ou bien il suit les pas de son papa, parce que papa a eu des enfants extra-conjugales. Par exemple, Faure lui-même est un fruit de cette balade sexuelle du papa. Parce que la mère de Faure, je crois, c'était la femme de quelqu'un d'autre, que lui, il a pris, et Faure est le fruit. On a d'autres dames de ce pays-là. C'est vraiment, même ça aussi, ça suffit pour ne jamais élire un président. On ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas réellement l'histoire de ce jeune homme, de ce monsieur-là. Et sur le plan matrimonial, sur le plan affectif, on voit qu'il est entouré d'un gros vide affectif, d'une insécurité qui caractérise sa personnalité. Mais à ce niveau, j'aurais aimé connaître davantage, j'aurais aimé avoir beaucoup d'éléments sur son histoire, sur son enfance et sur son adolescence. Si je les avais, je le démontrerai en quelques minutes que ce monsieur-là, il a un gros problème. Mais j'ai peut-être pas besoin de ces éléments-là, mais les seuls éléments que j'ai à ma possession m'amènent à dire que ce monsieur, il a un gros problème pire que celui de son père. Et c'est dommage. C'est dommage. Et voilà. Et il s'est fait entourer des gens qui sont, en tout cas, qui sont de même acabit, qui ont les mêmes problèmes, des mêmes problèmes de personnalité que lui aussi. Mais je le dis, sans le nommer spécifiquement, que nous avons à la tête de notre pays des psychopathes, des sociopathes et des pervers.
Je l'ai dit, je l'assume, parce que j'ai les preuves pour le démontrer. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et j'aurai l'occasion encore de le démontrer prochainement. C'est vraiment regrettable qu'on ne connaisse pas qui est réellement la première dame de ce monsieur, de notre président, en tout cas de ce président, et qu'on a toujours tout le temps des rumeurs que voilà, il a multiplié des maîtresses ici et là. Si le peuple togolais, les jeunes togolais ne se réveillent pas, un jour on n'aura plus de femmes dignes dans ce pays-là pour se marier avec. Donc Docteur, bon, donc, dans le registre de la légitimité morale, est-ce que les mensonges d'État constituent, selon vous, une menace directe contre cette légitimité? Tout à fait, cher René. C'est évident. C'est ce que j'essayais tout à l'heure, donc de dire que tout pouvoir repose sur 3 piliers de légitimité. Et j'ai eu l'occasion donc de le dire et de dire justement que on est dans une délégitimation morale. Évidemment, il faut savoir utiliser cette arme-là. Il faut savoir encadrer cette arme-là pour ne pas tomber dans la diversion. Ça, je suis d'accord avec des gens qui pensent cela. Mais je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans l'excès, qu'on soit sorti totalement distrait par rapport à cette situation. Maintenant, c'est ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que quand on parle dans un régime démocratique, la légitimité morale repose sur un pacte implicite entre le peuple et ses dirigeants. Le pacte implicite, c'est que le peuple décide au fait de donner sa confiance, d'accorder sa confiance. Et en échange à cette confiance, les dirigeants doivent transparence et vérité. Donc ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Donc le peuple togolais donne délibérément sa confiance. Je vous fais confiance. C'est ça le pacte. Et en échange, en retour, les dirigeants s'engagent à la transparence et à la vérité. Donc à partir du moment où on est dans des mensonges d'État, on est dans des mensonges pathologiques, comme on a vu justement avec M. Adjorovi. À partir du moment où on est dans cette situation, il y a une menace justement donc à la légitimité du pouvoir moral. Donc du coup, oui, pour répondre à votre question, les mensonges d'État, comme par exemple pendant longtemps, moi je savais pas que le Togo au fait avait de l'or, avait de l'or ou avait du pétrole par exemple. Moi je savais pas. Oui. L'or et tout ça, on nous a parlé des phosphates et tout ça, mais à l'école c'est ce qu'on nous a dit. Mais le Togo exploite de l'or pendant des années déjà. Le Togo exploite du pétrole pendant des années déjà. Mais qui est venu au fait devant le peuple pour dire que voilà, nous avons telle ressource, et nous l'exploitons personne. Donc on est vraiment gouverné au fait par des gens qui mentent tout le temps. Et l'un des symptômes à un moment donné qui est devenu visible en Mondovision, c'est le mensonge pathologique de M. Adjorovi. Ah oui, comme vous parlez de Adjorovi, bon, je vous fais regarder une petite vidéo des 2 pieds nickelés. Par des prêts qu'on alloue pour pouvoir faire leurs activités et les intérêts sont insignifiants. Il y a bien de choses dont on peut parler par rapport aux bilans qui sont visibles. C'est visible à telle enseigne que les élections dont je vous ai parlé, je vous en ai parlé plusieurs fois, le prouvent. Les résultats sont têtus. Les législatives passées ont vu UNI en tête. Et les municipales de la fin dernière ont confirmé l'assise de ce parti. Et ce parti est dirigé par qui? C'est pas le président du conseil, et Sojina Nassingbe. Donc, malgré, et je suis d'accord avec les merveilleux ministres, moi je les appelle les merveilleux ministres, parce qu'ils font beaucoup, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, pour les détruire, puisque on a appelé à s'attaquer à eux. Est-ce que c'est normal? Donc, je dis que malgré tout ce qu'on dit d'eux, et tout ce qu'on va dire encore d'eux, ils sont là pour accompagner le président du conseil. C'est ce qui est le plus important. Et notre pays, le Togo, c'est un pays souverain, c'est un pays
démocratique. Quoi? Les gens parlent comme ils veulent. Mais ce que nous... Voilà. Les deux pieds nickelés envoyés en Europe pour faire la propagande de leur chef et de son système. Voilà. Alors, que dites-vous des mensonges tenus par le ministre togolais des droits de l'homme, Pacome Adjourovi, sur les plateaux de France 24 et TV5? Bon, malheureusement, je ne vous ai fait voir que, enfin, l'intervention du deuxième pied nickelé à Franck Wedji. Quelle lecture faites-vous de cette séquence devenue virale avec même des chansons de Togolais pour ridiculiser M. Adjourovi et tout le régime? René, je vais certainement revenir sur le cas de Monsieur Gilles Benoît Fangbedi, mais ils ne sont pas que deux pieds nickelés, ils sont trois. Donc il y a le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Monsieur Lachamba, qui était le troisième donc du trio de la délégation qui a fait sa tournée médiatique en Europe pour effectivement faire la propagande et défendre l'image du régime. Et ça, il faut que le peuple togolais garde ça à l'esprit. C'est-à-dire le but justement de la tournée, c'est quoi? C'est pas pour aller dire quoi, c'est juste pour aller défendre l'image du régime, je dirais même l'image narcissique donc du président du régime. Premier élément. Deuxième élément, c'est que il faut avoir suivi toutes les interventions pour comprendre quelle était la nature même du message au fait que ce trio qui représentait la délégation du régime voulait au fait véhiculer comme message. Il faut avoir suivi l'intervention donc du ministre des droits de l'homme, Monsieur Adjourovi, sur France 24, ensuite sur TV5 Monde, après sur Afrique One TV, c'est une nouvelle chaîne en tout cas sur YouTube. Et puis après, ils ont accordé 2 interviews sur Global Africa Télé Sud. Donc quand on prend vraiment tout ça, on peut mieux comprendre voilà qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Mais au-delà de tout ça, je vais pas m'attarder sur ces éléments-là. Le mensonge en mondovision auquel nous avons assisté, qui fait la honte de ce régime et qui quelque part jette un peu aussi la honte sur le peuple togolais dans le sens où on est dirigé par des gens qui sont indignes. Il faut prendre en considération à ce niveau-là de 3 choses. Pourquoi M. Adjourovi serait écroulé sur les plateaux de TV5 Monde notamment? Première chose qu'il faut prendre en considération, c'est d'abord le témoignage d'Amron, qui a été déjà sur une de ces chaînes internationales. Justement. Témoigner, justement. Sur France 24. France 24. Oui. Pour témoigner, justement, donc, de la torture dont il a été victime. Première chose. Deuxième chose, qui est vraiment le facteur qui a plus de poids, le facteur prépondérant, c'est la sortie médiatique du maître Raphaël Pandé Adjaré, qui a fait un travail phénoménal, un travail intelligent et un travail stratégique au fait. Ce sont ces arguments-là dont la journaliste s'est alimentée, s'est documentée pour contrecarrer les arguments de M. Adjourovi. Et évidemment, troisième facteur, c'est le fait qu'elle a fait face à une journaliste beaucoup plus affirmée au fait, qui était bien documentée par rapport à la situation. Tout à fait. Face à ça, mais c'est difficile pour lui de tenir son argumentation. Et il n'a jamais réussi, au fait, à développer ses argumentations de bout en bout. Et à un moment donné, on le voit dans son langage non-verbal, dans son langage corporel, qu'il était dépassé. Parce que tout de suite, au fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu minimiser les faits.
Il a dit tout de suite, je suis là au fait parce que les faits tels que ça vous a été rapporté sont des faits qui ont été grossis et exagérés pour le citer. Donc, en quelque sorte, moi, je viens pour vous dire la vérité. Et cette vérité, justement, donc présentée, n'a jamais réussi au fait à tenir face aux preuves que la journaliste lui présentait à chaque fois. Donc, c'est ça, justement, qui a été... Donc, je ne veux pas peut-être trop m'attarder sur Adjorovi lui-même, mais pour saluer d'abord le travail intelligent et stratégique. Donc, j'ai appris qu'il y a une cellule, une commission faite d'avocats, faite des défenseurs de droits de l'homme qui est constituée dans cette situation. Il faut saluer, il faut que le peuple togolais salue justement ce travail-là. C'est ce travail-là qui a payé et qui a fait que un ministre qui s'appelle un ministre des droits de l'homme s'est exposé et a exposé l'image du régime en mondovision, et cela n'est que de bonne guerre pour le peuple togolais parce que nous on n'a pas demandé. Nous on n'a pas demandé, c'est eux-mêmes qui sont partis au fait pour justifier, et pour justifier la vérité les a rattrapés. Donc c'est une victoire pour le peuple togolais. Le peuple togolais doit pouvoir considérer que c'est une victoire pour lui dans le cadre de cette révolution. Oui, et maintenant pour Gilles Benoît Afang-Bédi que nous avons vu au cher René, non, c'est, j'avoue que j'avais visionné la vidéo là, une nuit, c'était un samedi. J'arrivais pas à dormir au fait. C'était pas le cas de comment vous appelez ça, le cas d'Adjorovi qui me faisait tellement mal, mais le cas de Gilles Benoît. J'ai une question à ce propos. Ok, d'accord. Donc, lors de ces interventions médiatiques, Monsieur Gilles Benoît Afang-Bédi a montré un positionnement qui interroge. Un ancien défenseur acharné des droits de l'homme, des droits du peuple togolais opprimé, qui devient aujourd'hui un défenseur du régime qu'il combattait. Cet homme-là, est-ce que vous, docteur Cyril, est-ce que vous le connaissez? Et surtout, que vous inspire ce revirement à 190 degrés, à 180 degrés? 180, c'est ça. 360 même. Je ne le connais pas directement, mais c'est quand même l'un des modèles pour nous, au fait, dans les années 2010. Moi, je quittais le pays définitivement autour de 2014-2015. Mais c'était l'un de nos modèles à nous, en fait. D'abord, moi, je suis très sensible à l'art oratoire, et on sait que ce monsieur, c'est quelqu'un qui avait un bel art oratoire, qui soignait la forme et le fond. C'était vraiment des élites pour nous, en fait. C'était des modèles pour nous. Et au-delà de ça, je le connais comme étant un pratiquant religieux. Et à l'époque, c'était un honneur pour le Togo, pour nous la jeunesse, de savoir que il y avait un défenseur des droits de l'homme, un avocat togolais qui était impliqué dans la défense du président Laurent Gbagbo à la CPI, par exemple. Donc, ce sont des gens, il y en a beaucoup, qui étaient vraiment des modèles pour nous. Et tout d'un coup, d'un jour au lendemain, de voir ce monsieur dans cette position-là, c'est un coup de massue reçu sur ma tête, sur la tête. Ça fait très mal. Mais au-delà de ça, au-delà de ce que je peux ressentir, je me suis formulé 3 questions. Je me suis posé 3 questions. C'est vrai, peut-être que j'ai pas tous les éléments de réponse, mais je me suis demandé, d'abord, si on regarde son intervention tout au long, justement, donc, de cette, sur le plateau d'Africa One TV, c'est seulement vers la fin qu'il a été convaincant. J'ai d'abord vu quelqu'un qui hésitait beaucoup, qui ne maîtrisait pas vraiment ses arguments. J'ai même vu en lui quelqu'un qui était une élite, quelqu'un de très intelligent. J'ai vu en lui quelqu'un qui a rétrogradé, qui a une régression intellectuelle, parce que c'est pas le même homme. Oui, ben c'est difficile de mentir. C'est difficile de mentir, mais vers la fin, je me suis demandé, parce que vers la fin de son intervention à lui, quand on lui a donné la parole, il était devenu plus convaincant quand il fallait justifier le lancement du mandat d'arrêt international contre les blogueurs.
et contre d'autres acteurs politiques, Ama, notre aîné Ama, notre aîné Ferdinand et tout ça. Quand il fallait défendre ça, il était devenu pertinent. Je me suis demandé, est-ce que le régime voulait utiliser sa légitimité sur ses compétences, sur le plan du droit international, et c'est pour cette raison justement qu'il a fait partie donc du trio. Ça, c'est l'une des interrogations que je me suis posée. La deuxième question que je me suis posée, c'est que est-ce que c'est pas peut-être un signe que, bon voilà, il a peut-être reçu une promesse de poste ministériel dans le gouvernement qui va peut-être venir, on ne sait pas quand. Est-ce que c'est parce que on le pressent, on lui a fait une promesse ministérielle ou tout au moins à un poste de haut fonctionnaire donc dans ce régime-là, que on l'a vu zéler dans la défense justement donc de ce régime. Ça c'est une deuxième interrogation que je me suis formulée. Et puis la troisième interrogation, c'est on sait comment ce régime-là utilise les nouveaux repentis, les zélés, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile avant, qu'on a coopté, qu'on a pris, on sait comment justement ce régime les utilise. C'est peut-être à travers lui une façon d'envoyer ce message à la population. Mais regardez, même parmi vos leaders politiques, parmi les défenseurs qui sont dans l'organisation de la société civile, mais nous on est capable de les corrompre. Donc vous voyez, c'est ça. Donc c'est une façon de jeter au fait des soupçons, un discrédit sur la population pour que la population commence à douter encore voilà la preuve que nos leaders ont toujours été à l'abattoir, comme on appelle à la mangeoire et puis à l'abreuvoir. Voilà la preuve justement. Donc on ne peut plus faire confiance donc à ceux qui étaient nos leaders hier. Donc pour faire douter justement la population. Donc on peut convoquer plusieurs pistes d'explication, de raisonnement pour comprendre pourquoi il a été commis pour être dans ce trio-là, dans cette délégation-là. Mais au-delà de tout, c'est vraiment pathétique pour lui-même. C'est vrai, c'est un coup de massue pour nous, mais nous, le peuple togolais, il a les yeux ouverts maintenant pour faire la part des choses. Mais c'est un déshonneur pour lui, un déshonneur pour tous ceux qui ont trahi la lutte, saboté la lutte jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que dans ces derniers jours que nous sommes en train de vivre, il devient le modèle, il devient le symbole des traîtres, des gens qui ont trahi, au fait, la confiance du peuple. Mais je ne pense pas que le peuple togolais les calcule encore aujourd'hui. On ne le calcule pas. Le peuple togolais reste focus, reste concentré sur la révolution. Et demain, je pense que la suite de la révolution donnera raison au peuple togolais et fera jeter la honte sur ceux qui ont saboté, trahi la lutte et les aspirations togolaises jusqu'à aujourd'hui. Merci, docteur. Bien, en guise de projection, comment faire avancer la révolution togolaise en capitalisant sur la délégitimation morale du régime? Le peuple togolais le fait très bien déjà. Et je voudrais tirer chapeau au fait au peuple togolais. Il le fait très bien. J'ai eu tout à l'heure à souligner que le peuple est resté vigilant, lucide, pour ne pas faire de l'amalgame entre les choses. Voyez-vous, il faut utiliser la satire comme nous l'avons vu, le peuple togolais qui invente donc des chansons pour se moquer donc de ce régime-là. Il faut, pour capitaliser justement sur la délégitimation morale, il faut quand même encadrer cela. Il faut l'encadrer. Des gens pensent que c'est le régime qui fabrique les actualités pour piéger M66 et tout ça. Bon, peu importe. Même si c'est le régime qui le fait, nous sommes dans un jeu stratégique. Si le régime avance des pions, il faut que nous aussi nous puissions avancer vraiment des pions, utiliser au fait les mêmes pions que le régime pour l'affaiblir. Ça, c'est très important. Donc, moi, je demanderais au fait que le M66 monte, si possible, une cellule de veille médiatique qui s'occupe de ces cas-là. Parce qu'il y aura encore des affaires qui vont sortir, des affaires louches, des affaires immondes qui vont sortir. Et pour ça, il faut saluer le travail que fait notre aîné Ferdinand Haïté, un journaliste d'investigation vraiment, vraiment expérimenté. Alors, quand les affaires comme ça vont sortir, il faut pas les jeter comme ça. Il faut qu'il y ait une cellule qui s'en occupe
pour donner l'orientation stratégique que nous voulons, l'interprétation que nous voulons donner, au fait, à ces affaires-là. Pour que le peuple togolais, justement, ne déborde pas dans la distraction, ou ne déborde pas dans le divertissement, dans la berrétisation avec ça. Presse et a lancé une opération Togo mort ce samedi, c'est-à-dire samedi qui vient dans 3 jours. Bien avant Togo debout, le M66, dans son live de dimanche dernier, a lancé une manifestation d'envergure nationale que Togo debout a d'ailleurs soutenu dans son point de presse. Bien, Togo mort un samedi. Oui. C'est bon ou contre-productif? C'est d'abord la première réaction que j'ai eue, oui. Et ensuite, je vous demanderai plutôt de faire une analyse approfondie et plus élargie sur la manifestation du 30 août. Pourquoi 30 août a été choisi pour cette manifestation? Et quel message auriez-vous à lancer d'abord au M66, puis ensuite au peuple souverain du Togo? Ça fait beaucoup de questions, cher René. Je vais quand même essayer de les hiérarchiser dans ma tête. Mais tout d'abord, il faut saluer cette initiative des organisations de la société civile togolaise. J'ai d'abord eu une première réaction quand j'ai vu la date, quand j'ai vu le 16 août. J'ai tout de suite, au fait, consulté mon calendrier pour me demander, mais est-ce que ça tombe sur un vendredi ou est-ce que ça tombe sur un autre jour? Et j'ai vu que ça tombe sur un samedi. Je me suis posé la question, mais pourquoi un samedi? Mais déjà, c'est quand même un premier signe qui est pas mal. Je suis au Québec et les Québécois qui ont souvent l'habitude de dire pas mal, pas pire, pas pire. Donc, pas pire. Donc, oui, mais c'est un début pour toute chose. C'est un début. Donc, moi, je salue d'abord ce que moi je voudrais. C'est pas la date en elle-même, au fait, qui m'interpelle tout de suite, mais c'est l'initiative qui a été prise que je salue et je voudrais remercier les organisations de la société civile d'avoir pris cette initiative-là parce qu'on est dans un paysage, dans un contexte sociopolitique où tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Toute manifestation pour exprimer nos opinions, pour manifester, tout est verrouillé. Et à un moment donné, il faut lancer justement des appels à une désobéissance civile. Moi, je considère que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment tiré les conséquences de ce que ça veut dire qu'on est dans un État ou dans un pays où il n'y a plus un État de droit. Je le dis et je l'assume en fait. On n'est plus dans un État de droit. À partir du moment où la constitution du pays ne fait plus l'unanimité, ne fait plus le consensus entre les dirigeants et la base et la masse populaire, on n'est plus dans un État de droit. À partir de ce moment-là, mais on n'a même plus besoin, oui c'est vrai, pour des raisons de formalisme légal, on peut aller demander des fois, si vous voulez, une autorisation. Mais normalement, si on a tiré toutes les conséquences de ce que ça signifie qu'on n'est plus dans un état de droit, on ne doit plus... mort le samedi. Bon, pour moi, ce samedi, pourquoi ne pas l'organiser? Les fonctionnaires et autres vont rester à la maison. Mais au Togo, c'est pas évident aussi. Parce que s'ils le font un jour ouvré, mais les gens qui craignent d'être licenciés ne vont pas prendre part à ce Togo mort. Ils vont aller à leurs occupations. Donc, voilà, samedi, bien sûr que samedi, c'est un jour mi-ouvré, mi-fermé. Bon, ça va. J'espère que après ce premier appel, il y en aura d'autres, mais je pense que c'est déjà un appel ou une réponse, si vous voulez, à Monsieur Adjourouvi. Monsieur Adjourouvi a été dire sur les plateaux télévisés, sur le plan international, que le droit de manifester au Togo n'est pas interdit, n'est-ce pas? Alors maintenant, donc, comme pour le cas de, comment il s'appelle, du président Ouattara, qui a dit que, il faut pas exclure personne parce que ce sont ces genres d'actes qui entraînent des protestations. Et là, le peuple togolais, le peuple ivoirien lui a répondu
Là, le peuple togolais aussi va répondre à monsieur Adjourouvi. C'est que, mais oui, il dit qu'au Togo, il a le droit de manifester. Donc, c'est déjà un premier signe. C'est pas mal. Commençons justement avec le samedi. Saisissons l'occasion. Mais il faut que, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de nouveaux appels à Togo mort, justement, soient lancés. Et donc, je rappelle que le Togo, après, si vous voulez, l'Afrique du Sud, est l'un des pays qui a fait beaucoup de Togo morts, beaucoup de pays morts, ce qu'on appelle en anglais stay at home days, donc rester à la maison, ne rien faire et tout ça, et être dans la désobéissance civile. Le Togo est l'un des champions là-dedans. Donc, on ne fait que renouer en quelque sorte avec notre histoire, avec notre inconscient collectif historique. Donc, j'espère que au-delà de cette date qui tombe sur un samedi, il y aura encore d'autres appels qui vont tomber sur des jours ouvrés. Et là, je pense que le rapport de force commencera à se créer entre la population dans la masse populaire et puis le régime. Oui, mais ah oui, il y avait d'autres aspects de la question, c'est ça? Oui. Message à nos vaillants du M66. Et j'ai demandé pourquoi pourquoi la date du 30 août est-elle choisie par le M66 et quel message à ce vaillant M66, à ce vaillant M66 et quel message au vaillant peuple du Togo? Ouais. Alors, je sais pas comment ils ont été inspirés pour choisir le 30 août, mais ce que je sais, c'est que, et là, il faut que ce soit des messages qui rassurent le peuple togolais. Que on a vu le M66 qui n'était pas encore M66, qui était juste un collectif de blogueurs au début, et qui faisait des sorties, des choses vraiment extraordinaires, mais il y avait quand même quelques petits ratés, mais c'est correct là, parce que dans une révolution, il faut jamais s'attendre que les choses soient parfaites, totalement parfaites. Mais on a vu ce collectif de blogueurs au départ, qui devient un groupe structuré de leaders, un groupe structuré justement, donc d'activistes, de leaders, peu importe le nom qu'on leur donne aujourd'hui. Oui. Donc, je sais que ils sont entourés quand même par des cellules de réflexion, des commissions de réflexion, donc c'est déjà rassurant et il faut que ça rassure le peuple togolais que on n'est plus entre guillemets dans n'importe quoi là. C'est-à-dire qu'on se soucie vraiment de la réussite de cette révolution, que M66 met tous les moyens à sa disposition pour que cela puisse réussir. Et qu'il y a des gens, qu'il y a des élites, qu'il y a vraiment des aînés sages, expérimentés, qui les entourent et qui les conseillent. Et maintenant, concernant la date du 30 août, cher aîné, je vous ai dit dès le départ que vous êtes une bibliothèque vivante pour nous. Donc, vous pourriez compléter l'aspect historique. Pardon, vous dites? Oui, c'est ça. Une fois que je dis ça, maintenant, je dis, à part ce travail formidable qu'ils sont en train de faire, je sais qu'ils sont entourés quand même par, des collèges de sages et tout ça. Et donc, qui leur ont certainement insufflé, je pense, la date du 30 août. Mais le 30 août, si je me rappelle, moi j'étais encore adolescent à l'époque, ça répond à l'appel historique du Rassemblement national, donc du peuple togolais à l'époque, qui a été travesti, qui a été coopté par le régime RPT pouvoir pour lancer le même jour justement son propre parti politique unique, parti unique à l'époque. Ce que je voudrais qu'on considère ici, c'est ceci. Que ceux qui nous suivent et que le peuple togolais garde à l'esprit quelque chose. Généralement, une révolution dure parce que il y a certaines phases de la révolution qui vont contribuer à restaurer symboliquement certaines dates, certains faits historiques dans l'esprit donc du peuple. Choisir, par exemple, cette date symbolique historique permet de retourner justement une trahison de notre histoire. Parce que c'était un appel d'abord pour l'ensemble du peuple, mais qui a été inversé, exploité, utilisé autrement par un régime calculateur, un régime mesquin. Donc, si la révolution traîne un peu, que le peuple togolais comprenne que il y a certaines phases qui sont des phases de guérison, qui sont des phases de libération, que certaines choses qui ont été
exploités, qui ont été trahis dans l'histoire collective ou l'inconscient collectif, vont être restaurés. Et de même, une révolution, c'est une phase où il y a une libération des capacités de résilience, de créativité du peuple. Donc, les dates ne sont pas choisies au hasard. Ces dates répondent justement à des faits historiques pour parler au fait à l'âme à l'âme du peuple, à l'âme de notre pays. Donc, que le peuple togolais accueille justement ces éléments-là comme un discernement des sages, un discernement du M66 pour répondre justement donc aux désirs et aux aspirations du peuple afin progressivement de guérir, de restaurer des faits qui ont été travestis dans l'histoire. Maintenant, mon message pour le M66, je l'ai déjà dit quand j'étais passé dans votre premier live, je le dis tout le temps dans mes lives à moi, je les salue au fait. Le peuple togolais ne peut pas imaginer le travail titanesque, le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire. Ce ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des leaders politiques. Ils n'ont jamais été dans des écoles, quoi que ce soit. Ils utilisent tout simplement leur connaissance, leur talent, au fait, pour faire avancer une lutte qui est une lutte collective. Je trouve qu'on est des fois trop sévère avec eux. Que le peuple togolais baisse un tout petit peu ses exigences et son impatience vis-à-vis d'eux. Le travail qu'ils sont en train de faire, il est un travail qui est structuré, structurant. Et ça, je pense même qu'au départ, peut-être que le régime les sous-estimait, les minimisait. C'est tout comme le régime avait sous-estimé Tipi Achadam. Tout à fait. Ouais, mais encore ça. Que pour Tipi Achadam, c'est un homme charismatique, un homme politique. Ouais. Mais dans le cas des blogueurs, ceux qui étaient des blogueurs qui sont aujourd'hui, ceux qui sont là, que nous voyons là, je considère que le régime peut-être les sous-estimait et les sous-estime encore. Mais si le régime continue à les sous-estimer, ben, il sera devant le fait accompli, devant le mur, et le régime comprendra au fait que non, de cette fois-ci, non, le fruit est mûr et que le fruit justement donc doit tomber. Donc, moi je leur dis tout simplement de continuer dans ce sens-là et d'écouter, de faire l'effort d'écouter au fait les sages qui les accompagnent, ceux qui leur envoient des idées, parce qu'il y a des groupes de réflexion ici et là qui formulent des pensées, qui formulent des choses pour les encourager, les soutenir, qui restent à l'écoute. Mais quand on les écoute ces derniers temps, quand on les suit, vous verrez même qu'il y a une maturité dans leur langage, dans leur sortie. Donc moi, personnellement, ça me rassure. Mais donc, ne leur demandons pas trop. Mais que ce régime-là, je le dis à ce régime qui cherche à infiltrer tous les groupes et tout ça, de ne pas sous-estimer. Mais s'il sous-estime une fois encore le M66, mais il aura l'accord de coup. Donc ça, c'est mon message pour le M66 et pour le peuple togolais. Je pense que je viens de le dire aussi, que le peuple togolais les accompagne. Les critiques pour les critiques. Le peuple togolais n'est pas encore prêt pour une révolution. Non, le peuple togolais est un peuple peureux. Le peuple togolais ceci, le peuple togolais ça. Non, mais chers aînés, vous les acteurs politiques, vous les analystes politiques, mais s'il vous plaît, taisez-vous un peu, descendez un tout petit peu. C'est que mais ne mettez pas les bâtons dans les roues justement du M66. Mais ils sont dans une dynamique, Donc, on est pleinement, au fait, en révolution. Les gens pensent que la révolution, c'est tout de suite la confrontation décisive et directe avec le régime. Non, c'est pas ça. Donc, si vous avez, vous les acteurs politiques, vous les leaders, vous, c'est pas quoi, les anciens leaders politiques qui sont maintenant, quelque part, entre guillemets, rejetés par le peuple, s'ils arrivent, au fait, à retrouver leur crédibilité, tant mieux. Mais si vous avez des critiques, si vous avez des propositions, faites monter ça, au fait, au M66, que de circuler sur des réseaux sociaux, dans des communautés pour dire non, le peuple n'est pas prêt pour la révolution, comme si un peuple était totalement prêt pour faire une révolution. Un peuple n'est jamais totalement prêt pour une révolution. En tout état de cause, le peuple togolais a déjà renvoyé plusieurs signes à ses leaders, à ses élites, qu'il est prêt, qu'il veut le changement. Oui. Maintenant, c'est aux élites d'accompagner les aspirations du peuple, que d'aller de live en live, dire non, on n'a rien vu, on a fait plus que ça pendant le temps de Tipi Achadam, on n'est pas sorti, non. Il faut qu'on revienne terre à terre,
et qu'on soutienne ce régime-là. Donc, je demande au peuple togolais, si vous avez des critiques, ce qui m'a fait monter ça, c'est que au collège qui entoure ce M66, soyez patients, écoutez tout simplement les mots d'ordre qu'on vous lance. Et le plus important, c'est que quand on nous demande de sortir nombreux, sortons nombreux parce que c'est le seul moyen qui existe d'un point de vue historique et sociologique pour vaincre la peur au niveau psychologique. Pour vaincre la peur face à un régime comme celui-là, la seule solution, c'est de sortir massivement pour diluer, au fait, la peur dans la masse et qu'on soit requinqué, justement, donc, par l'énergie de la masse pour pouvoir faire face à un tel régime. Voilà ce que je voulais dire, justement, donc, en guise d'appel et puis de mots à l'adresse du peuple togolais. Merci, docteur Cyril. Merci beaucoup. Merci pour les éclaircissements.